Équation difficile pour l'économie et le trafic sur la Nationale 1 après l'endommagement du pont de Congo. Le chef de l'État et le gouvernement prennent le dossier à bras le corps pour sa réhabilitation. Un ouvrage préfabriqué répondant aux normes internationales est en train d'être confectionné dans une usine en Italie. Le lancement cet après-midi de la Fête des Cultures dans sa 13e édition. Le représentant résident de l'UNESCO a notamment édifié l'assistance sur l'interculturalité pour la paix, le thème retenu cette année. Vous êtes sur Gabon Télévision, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. La réhabilitation du pont de Congo, l'ouvrage endommagé par une barge récemment, est en phase de réhabilitation et de préfabrication dans une usine en Italie. Un expert des travaux publics a été dépêché sur les lieux. Il est allé toucher du doigt la fiabilité de l'ouvrage. Envoyés spéciaux, Vira Eyang, Juvenal Mbumba. Le commentaire est de Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Voici le pont sur la Bokoué à Congo. L'ouvrage, endommagé sur ses piliers par une barge, croule désormais sous le poids de son vieillage. Les désagréments sont considérables pour le trafic routier et l'économie nationale. À plusieurs milliers de kilomètres de là, des experts s'attellent à résoudre le problème. Sous l'impulsion du président de la République, la société Sericom et sa sous-traitante Maeg sont à pied d'œuvre. Installée à 30 km de Venise en Italie, l'usine d'assemblage et de préfabrication du nouvel ouvrage s'est ouverte à une délégation d'experts gabonais. Le premier atelier a déjà terminé son travail à près de 100% pour ce qui concerne la préfa des pièces à monter. Le deuxième atelier vient de commencer. Le montage c'est-à-dire l'assemblage est autour de 20%. 20%, étant donné que la plupart des éléments constituant le pont sont déjà soudés, il ne reste actuellement l'ajustage. Qu'il s'agisse de l'atelier d'assemblage ou de préfabrication, le directeur des ouvrages d'art des travaux publics et sa suite ont pu tester l'ouvrage en construction. L'entreprise a voulu nous montrer l'expérience de son sous-traitant. L'expérience de celui qui fabrique l'ouvrage métallique qui serait monté à Congo. J'ai vu plusieurs prélèvements, les prélèvements qui sont faits pour l'analyse en laboratoire, les certifications qui sont posées sur la matière première, c'est-à-dire les éléments bruts que j'ai trouvés à l'atelier de chaudronnerie, avec les plaques de certification. Donnant l'origine, les caractéristiques de l'acier qui est préparé. Je pense qu'à ce niveau, que je peux me fier à cette certification qui est posée sur la matière première. Le processus de fabrication du pont de Congo se poursuit bien. L'acheminement de la première partie de l'ouvrage commence dès la fin du mois de mai. La seconde est prévue pour la mi-juin. Elle devrait durer 40 jours. Vous l'avez vu, l'œuvre préfabriquée en Italie répond aux normes internationales. Il est l'œuvre d'une société spécialisée dans le domaine de la fabrication en acier lourd. Le chef de l'État et le gouvernement de la République en première ligne dans ce dossier s'attellent à résoudre une équation difficile pour l'économie gabonaise et le trafic sur la Nationale 1. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Créée en 1989, la société Maeg est la sous-traitante de la Sericom pour la réhabilitation du pont de Congo. Exerçant dans le domaine de la construction en acier, elle s'est affirmée par sa position comme l'une des entreprises leaders dans la conception, la fourniture et la mise en œuvre des charpentes métalliques lourdes. Comme vous voyez, ça c'est la poutre inférieure de un des deux grands travaux du pont. C'est la partie inférieure. Et là-bas, on a l'arc qui serait préassemblé dans cette usine. Une première partie du pont part avant la fin du mois de mai. La deuxième avant le 15 juin. Avec après 40 jours de navigation.
ils seront débarqués à Libreville et envoyés à Kango pour le montage. D'expérience et de savoir-faire reconnus au niveau national et international, la société en charge du nouveau pont de Kango compte à son actif plusieurs ouvrages d'art d'envergure à travers le monde. La durée du pont, pour normatif, c'est de 100 ans, mais il dure beaucoup plus de temps. Et la peinture, il a une durée de 15 ans, 20 ans. Après, il a besoin de repasser la peinture. Le suivi de la commande, le service après-vente et le certificat de contrôle qualité constituent la garantie de la qualité de l'œuvre en construction. À partir de ce pont, c'est quoi? La poutre sera plus haute que les vieux ponts. Pourtant, les barges qui passent en bas, au lieu d'avoir 3 mètres, ils auront presque 5 mètres de tirant d'air. Et ça va empêcher les chocs que normalement... Et en plus, la portée du pont, de ce pont, c'est 80 mètres contre les 41 qui étaient d'abord. Et pourtant, ça va faciliter beaucoup le passage des barges, qui sont très lourds. Avec les sociétés Sericom et Maeg, le chef de l'État et le gouvernement de la République font le choix de l'expertise et de la solidité pour le pont de Kango en réhabilitation. Nous avons tenu compte des poids mobiles, selon les normes européennes. Et nous avons tenu compte du choc de 500 tonnes sur la pile causée par les barges. Pourtant, même si une barge va cogner sur une pile, une barge de 1000 tonnes à 5 nœuds, etc., et les piles résistent à ce choc. La structure, prévue pour durer un siècle, devrait bénéficier d'une cure de maintenance tous les 15 ans. Et puis le porte-parole de la présidence de la République a animé un point de presse ce matin au palais présidentiel. Alain-Claude Bilebinze s'est notamment prononcé sur les quelques questions de l'actualité brûlante ces 2 dernières semaines, notamment à la présidence de la République, en l'occurrence la question liée au logement socio-économique et également la crise qui prévaut actuellement au sein de l'université Omar Bongo. Extrait du porte-parole de la présidence de la République au micro de Tassiana Minko et Arnaud Menglé. Après plusieurs appels d'offres, l'ANGT a finalement arrêté une première liste de 3 entreprises locales et une autre de 3 entreprises internationales sélectionnées sur appel d'offres. Les entreprises locales vont donc démarrer leurs travaux le 1er juin à Agondje. Les entreprises internationales vont démarrer, quant à elles, le 1er juillet, toujours à Agondje, sur des parcelles différentes, avec pour objectif de livrer en décembre au plus tard les 1000 premiers logements. Nous parlons de 1000 logements, il s'agit en fait de 1024, mais ce n'est pas ça qui est essentiel, les 1000 premiers logements. Ces 1000 premiers logements vont être livrés en décembre au plus tard. Une instruction claire a été donnée là-dessus et nous voudrons compter sur vous pour que vous notiez dans vos agendas respectifs que le 1er juin, vous devez être du côté d'Agondje pour vérifier l'effectivité du lancement des travaux. Sur ce point-là, le chef de l'État n'entend pas du tout transiger. Il a pris un engagement devant les populations. Cela va bientôt faire 3 ans que les populations attendent et les gens ne peuvent pas continuer à attendre indéfiniment. Donc si nous disons que les travaux vont être lancés le 1er juin, nous espérons que l'ANGT tiendra les délais du 1er juin. S'agissant de la situation à l'université, le président de la République a clairement donné des indications au Premier ministre, chef du gouvernement, pour que dès aujourd'hui et jusqu'à mardi prochain, ils reçoivent différents acteurs concernés par cette crise. L'objectif est de faire en sorte que notre université ne perdure pas dans la crise. Personne ne gagne à ce que cette crise perdure. Ni les étudiants, ni les enseignants, encore moins le pays. Nous avons besoin d'avoir des enfants bien formés pour prendre en charge l'économie de notre pays, le développement de notre pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de crise perpétuelle à l'université. Et le chef de l'État souhaite que cette question soit réglée de manière définitive le plus rapidement possible. Les réunions vont démarrer aujourd'hui, secteur par secteur, selon un calendrier.
que le Premier ministre a rendu public. Voilà, vous aurez donc l'intégralité de cette communication du porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Billié-Binzé, qui, au cours de ce point de presse, s'est notamment prononcé sur deux questions, celle liée au logement socio-économique et également la crise qui prévaut à l'université Omar Bongo. Et justement, le porte-parole de la présidence de la République l'a dit, les réunions ont commencé, c'était le cas ce matin à la primature, par des séances de concertation entre le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima et les différentes parties impliquées dans la crise de l'université Omar Bongo. Le Premier ministre a d'abord échangé avec les étudiants, comme nous le rapportent dans cet élément nos confrères de la presse primature, Claudette Richon, Olivier Antonio et Patrick Desmabio. En moins d'une semaine, le Premier ministre Raymond Ndongsima rencontre les étudiants 2 fois, mais dans les cadres différents. Cette fois, c'est le chef du gouvernement qui a convoqué les réunions dites de concertation avec les différents groupes des étudiants de l'université Omar Bongo, suite aux derniers incidents survenus à l'intérieur tout comme à l'extérieur de ce temple du savoir. Considérant que le gouvernement était déjà intervenu à plusieurs reprises pour essayer d'apaiser le climat et de trouver des solutions aux problèmes qui arrivaient. Et constatant que ces efforts n'aboutissaient pas, j'ai pris la décision de convier les étudiants, les enseignants, les responsables de l'académie à une concertation ce matin et cet après-midi, et je voudrais vous écouter, essayer de vous demander ce qui se passe et pourquoi depuis des mois on ne parvient pas à revenir à une situation normale à l'université malgré les efforts qui ont été consentis. À tour de rôle, les deux groupes ont présenté au Premier ministre une sérénité au sein de l'université Omar Bongo. Raymond Ndongsima, qui voulait avoir une meilleure lisibilité sur la question, a rassuré les étudiants quant à la prise en compte de leurs revendications. Les échanges se poursuivent avec d'autres acteurs. De cette série d'audiences liées à la crise, vous le savez, à l'université Omar Bongo, eh bien, le Premier ministre a également reçu une forte délégation après les étudiants, une forte délégation donc du rectorat de l'UOB, une délégation venue donc donner sa version des faits. Le reportage de Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio et Patrick Desmabio de la presse de la primature. Engagé dans une opération visant à ramener l'ordre au sein des universités gabonaises en grève, le Premier ministre Raymond Ndongsima a poursuivi cette fin d'après-midi avec le corps administratif une série de rencontres débutées dans la matinée avec les étudiants. Le chef du gouvernement a reçu une forte délégation du rectorat de l'université Omar Bongo de Libreville, conduite par le professeur Pierre Nzinzi. La succession des événements ces dernières 24 heures, marquée par des troubles à l'ordre public, malgré la satisfaction d'un certain nombre de revendications, fait craindre le pire. J'ai pris la décision finalement de vous convier à cette rencontre parce qu'il me paraît important d'écouter toutes les parties pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement. On a, c'est vrai, beaucoup de motifs de contestation, de protestation, mais il y a malgré tout aussi d'importants efforts qui ont été consentis dans les dernières semaines, les derniers mois. Et alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'une accalmie s'installe, en réalité c'est l'inverse qui se produit. Le recteur de l'UOB situe le nœud des revendications. Le motif déclencheur de tous les mouvements que nous connaissons, le motif fédérateur, a été la bourse. Le traitement de cette question a fait l'objet de dispositions tout à fait particulières, notamment la mise en place du fonds spécial. Les étudiants ont égrené un certain nombre de revendications. Et quand on regarde bien toutes les revendications, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule, vraiment une seule, qui concerne l'académie, à savoir l'harmonisation du LMD. Il semble qu'il soit question essentiellement de certaines dispositions qui seraient en vigueur dans le régime des études
de la fac de droit. Le LMD prévoit que chaque établissement ait son régime d'études. On parle d'harmonisation parce que il faudrait qu'il y ait des choses, des principes communs. Mais le LMD n'a jamais prévu une uniformisation. Donc nous comprenons ce que disent les étudiants. Ils veulent que certaines dispositions qui facilitent le passage, par exemple en fac de lettres, soient en vigueur en fac de droit. Déterminé à faire cesser les manifestations au sein des campus universitaires de Libreville et de Franceville, le Premier ministre ne veut ménager aucun effort pour amener la sérénité estudiantin. Et puis l'actualité nationale vibre également, néanmoins, à travers la culture, par ce thème, l'interculturalité pour la paix, thème de la 13e édition de la Fête des Cultures, dont les activités ont été lancées cet après-midi à l'immeuble Arambo. Le représentant résident de l'UNESCO a notamment édifié l'assistance sur le choix de ce thème. Il est au micro de Joseph Biogué Ivoyono. Le thème de cet important événement qui nous réunit cet après-midi vient compléter les autres thèmes des 2 dernières éditions, à savoir diversité culturelle et identité nationale en 2010 et identité créatrice et patrimoine en partage en 2011. Mesdames et messieurs, chers invités, je pense qu'il est nécessaire de rappeler ici l'origine et la définition de certains concepts qui ont conduit à la construction du concept de l'interculturalité pour la paix, en m'appuyant sur des documents des Nations Unies, beaucoup plus que sur d'autres définitions tout aussi pertinentes que l'on peut trouver dans les cours d'histoire, d'anthropologie, de philosophie ou d'autres documents ou d'autres disciplines. Le concept d'interculturalité est composé de 2 mots, inter et culture, qui signifie entre et culture. Et partant, il fait appel à l'interaction, l'échange et la communication entre 2 ou plusieurs cultures dans le respect mutuel de chacun et la quête d'unité collective dans la diversité. L'interculturalité tend à faciliter la cohésion et l'intégration sans perte d'identité grâce au dialogue et à la négociation, chemin obligatoire pour arriver à la paix. Ce concept est apparu à la fin de la guerre froide des années 1989-1990. Pour la première fois, l'objectif de l'Organisation des Nations Unies pour lequel elle a été créée, à savoir l'abolition de la guerre, devenait accessible. Et notez à cet effet que demain matin, une grande parade d'ouverture est prévue sur le boulevard de l'Indépendance et ce sera en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Notez également que le président du syndicat des artistes SIA prie tous les créateurs, les artistes, toutes les corporations confondues, les éditeurs et les producteurs de bien vouloir prendre part à une importante assemblée générale qui se tiendra demain, samedi 26 mai 2012 à partir de 9h. Ce sera au studio Mandarine 6 au quartier Likwala. L'ordre du jour sera communiqué, séance tenante. La Banque mondiale vient en aide à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est du moins ce qui ressort de cette rencontre en milieu de semaine et c'était au siège de la Commission nationale de l'enrichissement illicite. Justement, c'était en présence de Jean-Steve Doumbeneni et de Maryse Meguet. Les partenaires au développement, on le sait, sont très regardants sur les questions liées à la bonne gouvernance. Le Gabon, pour sa part, est conscient que l'enrichissement illicite et la corruption sont autant de freins pour ses aspirations à l'émergence. C'est donc pour mieux combattre ces facteurs bloquants que la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite sollicite le soutien de la Banque mondiale. La présente réunion est une ébauche de ce partenariat en devenir. Nous voulons qu'elle nous soutienne, qu'elle nous porte dans les différentes formules qui sont celles de la Banque mondiale. La bonne gouvernance fait partie des piliers fondamentaux de l'activité de la Banque mondiale. Et la bonne gouvernance, c'est bien gérer les ressources, c'est ne pas les détourner, c'est rattraper ceux qui essaient de s'enrichir illicitement, c'est de montrer à tout le monde qu'il y a un bon chemin
qui, au finish, fait que tous les citoyens se sentent heureux dans leur nation. On ne veut plus entendre parler de certains qui gagnent 1 milliard pendant que les autres ont 10 000. Bon, il faut ajuster tout cela. Donc, je crois que l'heure a sonné, ou dorénavant, nous devons aller de l'avant. Aujourd'hui, c'était une visite de courtoisie, de travail, de prise de contact avec la Commission. C'est la première fois que je les rencontre pour comprendre un peu leur travail et voir dans quelle mesure la Banque mondiale peut les accompagner. Ce serait certainement une assistance technique pour les aider à mettre en place et mettre en œuvre le programme d'activité qu'ils ont sur tout ce qui est lutte contre justement cet enrichissement illicite. Donc, mettre une stratégie en place, quel genre d'action ils devraient entreprendre, etc. Donc, on n'a pas fini de définir exactement l'intervention de la Banque mondiale, mais ce serait certainement une assistance technique à ce niveau-là. La bonne gouvernance est l'une des conditions nécessaires à l'attrait des investissements étrangers. Un appui de la Banque mondiale au Gabon dans ses efforts de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption trouverait donc tout son sens au moment où le pays est plus que résolu à assainir son climat des affaires et la gestion de ses revenus. Elle était très attendue, elle aura lieu demain, samedi, l'élection du Conseil économique et social. À cet effet, les différents électeurs et candidats sont depuis quelques jours en train de procéder à l'ajustement de ce scrutin qui déterminera l'avenir du CES. Firmin Eric Mbadinga, Maryse Mengue, reportage. Le groupe 3 des ONG locales et autres associations s'est mobilisé dans la salle Jean-Hilaire Obam pour débattre de la question de l'élection des conseillers économiques et sociaux et de leur président. Ce collège d'électeurs est bel et bien en ordre de bataille. À travers la ratification d'un code de bonne conduite, ces acteurs sociaux veulent être en adéquation avec le décret 0168 stipulant les modalités de cette élection. La concertation d'aujourd'hui est relative à l'élection des membres du Conseil économique et social, notamment son renouvellement, s'agissant du groupe numéro 3. Alors nous nous sommes accordés lors de nos travaux que conformément à la loi, notamment les dispositions du décret 0168 qui organise cette élection, qui donne les grandes modalités. S'agissant du groupe 3, nous sommes accordés sur la répartition légale. Alors, ce décret dispose que, s'agissant des groupes, le groupe 3, il y a 16 candidats, dont 4 pour les confessions religieuses et les 12 pour les associations ONG. Toujours hantés par le souvenir d'un passé récent, ces membres de la société civile ont tenu à faire certaines précisions à l'opinion. Si ce principe n'est pas respecté, le principe légal, nous serons obligés, dans l'obligation, de ne pas prendre part à cette élection. Toutes ces attentes vont être soit répondues, soit ignorées, mais cela ne va se vérifier qu'à partir de samedi. C'est donc dit, l'élection des membres du Conseil économique et social a donc lieu demain, samedi, à la fin de cette édition d'information, après le plateau du PMUG et après la communication du porte-parole de la présidence de la République. Vous suivrez donc la communication du secrétaire général adjoint de la primature, président du comité d'organisation de cette élection, monsieur Alexandre Ongoto Mbachi. Il viendra donc définir le processus de ce scrutin. On parle de ce séminaire sur la sûreté des ports et des navires, séminaire pour le perfectionnement des agents en charge de ces tâches, un séminaire qui vient donc de s'achever. L'initiative de Clotilde Ningon, le directeur général de la marine marchande, a connu un franc succès, comme nous le rapporte dans cet élément Moussa Ndiengi et Richard Moubiwa. L'organisation de cet important séminaire, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des personnels dédiés aux tâches de sûreté, arrive à point nommé. De nombreux agents ont été désignés comme agents de sûreté, mais malheureusement ces derniers n'ont jamais reçu de formation, alors qu'il s'agit d'une forte obligation de l'Organisation maritime internationale. La Direction générale de la marine marchande prend ainsi toute initiative pour une gestion de la sûreté maritime par les opérateurs économiques. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2011, destruction des 2 tours jumelles à New York par 2 avions d'Al-Qaïda, l'Organisation maritime internationale, l'OMI,
a adopté le 12 décembre 2002 le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, Code ISPS. Le dit Code est un outil international de mesures destiné à prévenir et à lutter contre tous les actes illicites contre les navires et les installations portuaires. Ils permettent ainsi de renforcer la sûreté et la sécurité des navires. Le présent séminaire vise à donner une formation spécialisée qui permettra aux participants d'avoir les outils nécessaires pour une mise en œuvre efficace des dispositions du Code ISPS. La sûreté des transports maritimes est un enjeu important en termes de protection de l'activité économique mondiale. Le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, dit Code ISPS, nous donne assurément des instruments à même de nous permettre de faire face à ce phénomène. Enfin, pour aider les opérateurs économiques des secteurs maritimes et portuaires à sécuriser davantage leurs activités, notamment les échanges commerciaux, l'OMI, organisme spécialisé des Nations Unies, a-t-elle mis au point un programme de formation des personnels de la chaîne internationale des transports par mer. La Direction générale de la marine marchande, avec l'appui technique du Bureau d'expertise maritime, a initié ce séminaire de formation et de perfectionnement des agents de sûreté des installations portuaires afin de permettre aux 10 agents d'acquérir les rudiments nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Le barreau du Gabon, confronté à un véritable problème de discipline en son sein pour recadrer la justice et l'équité pour tous, eh bien, le bâtonnier maître Akombou Jean-Pierre a livré un message ce matin au cabinet, au palais donc de justice de Libreville, un message dans lequel il appelle l'ensemble des avocats au barreau du Gabon à une importante assemblée générale le 29 mai prochain. Des propos recueillis par Cyril Bertrand Galeko et Victor Mundunga. Le barreau est un ordre, il fonctionne suivant des normes, il a besoin d'une discipline sans laquelle, eh bien, c'est sa mort. Ce n'est immédiate, mais c'est à moyen et à long terme. Nous avons quelques problèmes de discipline avec nos confrères. Nous avons cherché à les solutionner selon les règles de droit, c'est-à-dire notre loi, c'est-à-dire notre règlement intérieur. Des sanctions ont été infligées à certains de ses confrères. Ils ont eu à saisir, comme la règle autorise, la Cour de cassation statuant comme juridiction d'appel. Notre loi, dans le même temps, impartit un délai à la Cour de cassation pour statuer dans le délai de 3 mois à partir de sa saisine. La loi ajoute, si la Cour de cassation n'a pas statué dans ce délai, eh bien la décision rendue par le Conseil de discipline devient exécutoire d'office. C'est-à-dire qu'il n'est point besoin que la Cour de cassation se relève de sa conclusion. C'est nous, prenant huissier, qui constatons que depuis telle date que la Cour de cassation a été saisie, elle n'a pas pu vider sa saisine. Et naturellement, procédons à l'exécution de notre arrêté, c'est-à-dire notre décision disciplinaire. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons fait dans des affaires récentes. Nous redoutons que pour le présent et l'avenir, il en soit ainsi, parce qu'il y a une décision qui nous paraît étrange, qui vient d'être rendue. C'est pour cela que nous convions tous nos confrères à venir à l'Assemblée générale que nous convoquons pour le 29 mai à 9 h au palais de justice, parce qu'il va falloir effectivement qu'ils partagent le dispositif, mais surtout la motivation de cet arrêt pour qu'on puisse savoir si le droit a été dit ou pas. Et en attendant cette assemblée générale le 29 mai, bon an, mal an, la justice suit son cours tout de même. Claude Owono Assoumou passera toute sa vie en prison, reconnu coupable du meurtre de son cadet par la cour d'appel judiciaire d'Oyem. Eh bien, ce compatriote a pris la peine capitale à Oyem. Edgar Djimbi Doukaga.
C'est dans une atmosphère terne que s'est jugée l'une des sombres affaires criminelles des audiences foraines de la session de la Cour criminelle à Oyem. Un assassinat effroyable. Pour les faits, la victime, le petit frère Emmanuel Assoumou, lui réclamait un t-shirt avant d'encaisser un premier coup de machette. Il m'a plus posé des questions. Il me tape la machette au bras gauche. Au bras gauche. Oui, monsieur le Président. Ça vous a blessé. Ça m'a blessé, monsieur le Président. Claude Oono Assoumou l'aurait ensuite assommé à mort, à coups de briques, de pelle, puis de pioche, selon des témoins défilant la barre. La défense n'a pu rendre solides les arguments de légitime défense en raison aussi de la ténacité de la partie civile dont le plaidoyer a suscité l'intérêt du procureur général. Monsieur Assoumou Claude a reconnu les faits. Devant les policiers qui l'ont entendu, Monsieur le Président, et cela à la page 2 au 3e paragraphe, il déclare ce qui suit. J'ai réussi à lui prendre la roue et je l'ai frappé avec le manche de la roue avec force au fond. La mort du jeune Emmanuel Assoumou était d'une atrocité que le tribunal a été sans pitié. Attendu qu'il n'existe en la cause aucune circonstance atténuante, par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à la majorité des voix, en matière criminelle et en dernier ressort, déclare Oono Assoumou Claude coupable de meurtre, en répression, le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, le condamne en outre au dépens, dit que l'accusé dispose d'un délai de 3 jours francs pour se pourvoir en cassation contre le présent arrêt. Passé ce délai, son pourvoi ne sera pas recevable. Comme pour d'autres affaires criminelles déjà jugées, la présente session de la Cour criminelle semble, en fonction des instructions du président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, vouloir mettre un terme à une complaisance dans les jugements rendus contre les criminels. Et puis 12 mois d'emprisonnement ferme, c'est la peine que vient d'écoper un chasseur congolais interpellé à Bakumba pour avoir abattu une panthère, espèce intégralement protégée. Jacob Mukwangé, Georges Ngoma. Samuel Mupeka, c'est bien lui, en chair et en os. Sujet congolais habitant le département de l'Ekoko, il vient de tomber sous le coup des sanctions prévues par les dispositions du Code forestier, notamment en son article 274, pour avoir abattu une panthère, espèce intégralement protégée, acte commis entre les villages Mamidi et Bakoudou. Le chasseur donne ici quelques explications aux allures lapidaires. Dans la nuit, quand il y avait la pluie, je venais. Ce bord-là, je passe sur mes pistes. Oui. Quand je passe sur mes pistes, j'ai écrit, c'était l'antilope. J'ai tiré. Quand je suis arrivé, c'était la panthère. Présenté devant le tribunal, le braconnier a écopé de 12 mois d'emprisonnement ferme, 500 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de séjour au Gabon et le fusil confisqué au profit de l'État gabonais. Jean-Louis Kakwa, du service provincial des eaux et forêts. Alors, il faut dire que cette mission s'inscrit dans le cadre d'une convention tripartite qui réunit la direction provinciale des eaux et forêts, l'ONG Wildlife Conservation Society et en plus la société Rouget Gabon. C'est donc visant à gérer justement la ressource faunique au sein de ces concessions que nous avons effectué cette mission en appliquant justement le protocole de l'aide au suivi à l'application de la loi, à savoir mixte, à travers une patrouille mobile qui nous a amené donc sur ce campement de chasse où nous avons trouvé malheureusement la peau d'une panthère, mais également quelques jugots qui avaient déjà été fumés. Et c'est donc suite à cela que nous avons entrepris donc, de contacter la gendarmerie de Bakumba avec le cantonnement de Bakumba qui ont mené des enquêtes afin de pouvoir mettre la main sur le braconnier. Conscient des risques toxiques causés par le foie de cette bête de la famille des mammifères carnivores, les éléments du service provincial des eaux et forêts, sous la conduite de Lucien Massoukou, ont exigé du chasseur l'exhumation de cette partie de la bête incinérée plus tard en présence du préfet Eugène Ndama. Dans la même foulée, le chef du village Mamidi, Fidèle Mangaka, pris dans la nasse des eaux et forêts pour défaut de permis de port d'armes, a échappé belle aux poursuites judiciaires après s'être acquitté des amendes.
Puis notez que le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports. Il communique donc que compte tenu des congés de Pentecôte, les épreuves écrites de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle commerciale, initialement prévu pour demain, samedi 26 mai, du 26 mai au vendredi 1er juin 2012 sont légèrement décalés et auront lieu du mardi 29 mai au samedi 2 juin 2012. Les candidats à cet examen sont donc invités à se présenter dans les différents centres d'organisation à partir du mardi 29 mai 2012 dès 7h30. Et puis le président de l'Assemblée nationale informe lui les honorables députés que le programme des travaux de l'Assemblée nationale pour la journée du mardi 29 mai 2012 est établi comme suit: à 10h la réunion du bureau et puis à 11h30 réunion de la conférence des présidents. Décédé en Afrique du Sud, le vénérable sénateur de la commune d'Okonja, Monseigneur Jérôme Okinda, a reçu ce jour l'hommage de la nation au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat à Libreville, avant donc son ultime voyage dans son Haut-Ogooué natal. Dans un oraison funèbre à forte tonalité d'adieu, le doyen des sénateurs Marcel Sandungu a retracé le brillant parcours de l'illustre disparu. Le compte-rendu de la presse du Sénat, Guy Roger Lendira, Hilarion Akoubou. Né en 1933 au Moï, dans la province du Haut-Ogooué, le vénérable sénateur Jérôme Okinda, décédé le 15 mai dernier en Afrique du Sud, a reçu avant son ultime voyage un hommage de la République à l'hémicycle du palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. C'est devant un parterre de hautes personnalités du Parlement, des institutions, de plusieurs hauts cadres et des parents, mais aussi des institutions religieuses que le doyen des sénateurs, le vénérable Marcel Sandungu, au nom du président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe Empêché, a rendu un dernier hommage des plus mérités à l'illustre disparu. Il retracera la vie du vénérable Okinda qui sera marqué dans sa jeunesse par ceux en charge de la formation intellectuelle et religieuse. Et suite à une brillante carrière professionnelle, parlementaire et politique, Monseigneur Jérôme Okinda fut au cadre de l'administration, député, plusieurs fois ministre, sénateur et homme d'église. Il laisse une image d'homme de conciliation, de sagesse et de principe, partageant ses connaissances. Discrétion et dignité ont été des valeurs et vertus partagées par le sénateur d'Okonja. Tu nous quittes libre de contraintes négatives de l'existence de l'être humain sur Terre. C'est du reste cette liberté qui t'a conduit à un moment de l'histoire de notre pays et de ta propre vie à faire des choix que tu as estimés en adéquation avec la profondeur de ta conscience. À titre posthume, le vénérable Jérôme Okinda sera décoré de la médaille d'or du Sénat par le premier vice-président du Sénat, M. Léonard Andjembe, au nom de Mme Rose-Francine Rogombe. Cette médaille s'ajoute à celle de grand officier de l'Étoile équatoriale et de commandeur de la Légion d'honneur française. Suivra ensuite l'hommage du Parlement, sénateurs et députés, ainsi que de toutes les institutions constitutionnelles. Le vénérable sénateur Jérôme Okinda, notable du Haut-Ogooué, sera inhumé samedi dans son domaine d'Okonja. Je vous rappelle qu'à la fin de cette édition d'information et juste après le plateau du PMUG, vous pourrez suivre la communication du porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Billier-Bindier, qui s'est prononcé ce matin au cours d'un point de presse sur notamment la question des logements socio-économiques et également la crise qui prévaut actuellement à l'université Omar Bongo. Et juste après, vous aurez une autre communication, celle du président du comité d'organisation de l'élection des membres du Conseil économique et social, une élection qui se déroule donc demain. Monsieur Alexandre Ongotombachi définira le processus de ce scrutin. Un journal qui s'achève, il a été coordonné par la douce Tassiana Minko et l'imperturbable Paulin Siaki. Avec moi, Pierre Claver, et là nous nous joignons à l'équipe d'antenne dirigée par Nestor Ecomier pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. À demain 20h, bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.